Monsieur le Président, bonjour. Monsieur Rochebert, bonjour. Vous êtes Patrice Talon, président du Bénin, un des chefs d'État de ce continent africain qui est tellement courtisé en ce moment. Visite du président Macron, visite du ministre russe Lavrov, visite du ministre chinois. Est-ce qu'il y a, en raison de la guerre, un moment africain? Peut-être, on peut le dire, ce moment est actuel, peut-être que c'est un moment africain. Cela a été flatteur pour nous, plutôt. On a entendu sur votre sol la première grande charge du président Macron contre la Russie, quand il a dit la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Est-ce qu'il a raison? Je ne saurais le dire, c'est pas mon analyse des choses. Ce qui me préoccupe, qui préoccupe le Bénin, c'est la guerre en Ukraine. Et cette guerre, elle est malheureuse. La Russie est un ami du Bénin de vieille date. Et malgré l'intervention de la Russie en Ukraine, la Russie demeure un ami du Bénin. Mais c'est pas parce que nous sommes des amis, des peuples amis, qu'il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine. Cela veut dire que vous le condamnez entièrement? Ah, tout à fait. Le Bénin condamne, parce que l'usage de la force n'est pas à promouvoir. Cela est dangereux, parce que si on banalise ce fait-là, où on exprime une neutralité, ce serait une façon de promouvoir l'usage de la force pour régler les conflits internationaux. Et cela est dangereux, notamment pour les pays du Sud, comme le Bénin, et encore davantage pour les pays qui ont une force militaire faible ou qui n'ont pas de puissance militaire. Vous aviez des relations personnelles, y compris avec le président Poutine. Tout à fait. Est-ce qu'il a commis là une erreur personnelle? Je ne veux pas juger de l'opportunité de son intervention. Ah bah si, vous venez de dire que c'était entièrement condamnable. Non, l'usage de la force. Est-ce que la cause est juste? Est-ce que la cause est pertinente? C'est pas le débat. Donc, évitons de chercher si une cause, fût-elle juste, puisse justifier une intervention par l'armée dans la relation internationale. Il ne faut pas que la force soit le moyen de règlement des conflits, quelle que soit la pertinence de la cause. Comment est-ce que vous comprenez dans une partie des opinions africaines, en dépit de ce que vous dites, cette espèce de séduction qu'il y a toujours de la Russie? Mais toutes les grandes puissances, les grandes nations font de la séduction. Chacun veut étendre sa sphère d'influence. Toutes sont impériales. Je ne sais pas si le mot convient encore aujourd'hui, mais étendre sa sphère d'influence est tout à fait commun, aussi bien à la France, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, à l'Angleterre, à toutes les grandes puissances. Et les relations humaines sont d'ailleurs caractérisées par ce genre de volonté. Mais pardon, Monsieur le Président, on assiste quand même à des choses étonnantes. La France a consenti des sacrifices si considérables, par exemple pour lutter contre le djihadisme au Mali. On est en 2023, on se dit que le colonialisme c'est du passé, et on voit qu'encore aujourd'hui, dans une partie des opinions africaines, il y a une séduction de la Russie, même de Wagner. Comment est-ce que vous expliquez ça? La Russie est dans une phase difficile. L'invasion de la Russie, c'est-à-dire la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, l'oblige à se justifier et à étendre son cercle d'amis. Donc c'est normal que dans cette phase actuelle, elle soit plus active en termes de séduction. Mais je continue de dire que tous les États et les responsables, les dirigeants des pays devraient s'abstenir de banaliser ou d'être neutres. Parce qu'on peut avoir un ami, et quand l'ami fait quelque chose qui est préjudiciable pour l'ensemble de l'humanité, il faut le dire, l'usage de la force n'est pas souhaitable. Parce que si ça devient une banalité, et tout le monde le fera, ce sera dangereux en tout cas pour les pays comme les nôtres. Sur notre antenne, le ministre des Armées, Monsieur Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1, et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. C'est pas un pays là. On parle de Wagner, donc milice. Nous ne pouvons pas être non plus alliés de la Russie contre la France ou contre la Chine et consorts. Le Bénin n'a pas d'allié, ne peut être allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc l'environnement est assez pollué. Parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, cette notion, ce principe-là, cette notion. On a vu en Afghanistan qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestations de sécurité privées
qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Vous pensez là des Américains? Tout à fait. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'ordre public et non privé. Ceux qui vous entendront diront « Ah, le président Talon est en train de relativiser. Il est en train de dire, certes, il y a Wagner, mais il y avait aussi des sociétés privées américaines. » En effet, je relativise le principe même de l'intervention privée militaire. Mais quelle est la cause, quel est l'objectif, ou quelle est la mission qui est confiée à c'est purement sécuritaire. Est-ce que c'est un danger pour vous? Est-ce que selon vous, Wagner est un danger aujourd'hui en Afrique? Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut, aguerris, entraînés qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, c'est pas condamnable, pour moi. Mais pardon, Monsieur le Président, on vous sent très prudent. Vous comprenez j'ai pas l'habitude d'être prudent. Mais par contre... Mais je termine ma question. Pour les opinions occidentales, généralement, Wagner, c'est un groupe criminel majeur à abattre, voilà. Vous avez l'air si c'est le cas, oui. Vous avez l'air de dire que vous comprenez que certains gouvernements africains recourent à Wagner pour leur sécurité. Recours à un prestataire privé, armé. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là, c'est condamnable. Donc, si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire, et que ça doit servir un régime, pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est condamné. On sent... Il faut bien faire la différence entre les deux choses, oui. Est-ce que l'affaire libyenne pèse encore sur les esprits? Le fait que la chute de Kadhafi, à laquelle la France n'est pas étrangère, pour employer un euphémisme, est-ce que c'est encore présent dans les élites africaines et pas seulement? Les faits, la situation sécuritaire aujourd'hui en Afrique empêche qu'on nettoie le passé. L'Afrique est confrontée à un problème sécuritaire grave. Des armes circulent. Et on sait très bien que l'explosion de la Libye a été un facteur déterminant. Alors, la Libye a explosé à la suite de la chute de Kadhafi. Donc, dans le quotidien des Africains aujourd'hui, où on voit des armes circuler, des armes de guerre circuler librement et aisément au détriment de la paix et de la sécurité des uns et des autres, comment on peut faire abstraction de ce que l'origine, l'un des facteurs déterminants de cette situation est la chute de l'explosion de la Libye, donc la chute de Kadhafi. Vous me disiez, pardon, il y a presque une idée de faute originelle dans leur point de vue. Ils se disent, voilà, la chute de Kadhafi a amené tant de problèmes et c'est la responsabilité des Occidentaux. Vous savez, la fin justifie les moyens. Ce qui se passe aujourd'hui peut être mis en balance avec ce que Kadhafi était, savoir si la chute d'un monsieur, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et ce qui a donc entraîné l'explosion de la Libye, est-ce que, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe comme drame en Afrique, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire? S'il fallait regarder dans une boule, dans la boule de cristal, s'il fallait jeter les oracles, on dirait, oh là là, si l'Afrique, si la zone doit être aussi insécure, il n'aurait pas fallu toucher à Kadhafi. En substance, beaucoup d'Africains pensent mieux valait Kadhafi que la situation présente. Vous savez, le monde va, heureusement, malheureusement, ici, avec les constances du jour pour déterminer l'action du jour. Si on devrait savoir l'avenir, combien de choses on ne ferait pas, et combien de choses on ferait. Et pourtant, le poids de l'histoire. On est ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, 2 rues plus loin, à droite, il y avait le bureau de Jacques Foccart. Vous y êtes déjà allé, c'était le centre de l'Empire. Je n'ai pas eu le privilège d'aller dans un bureau. Est-ce que ce passif colonial pèse encore? Vous savez, les temps ont beaucoup changé, il faut l'avouer et il faut le reconnaître. Et il subsiste encore beaucoup de fantasmes entre les relations, au titre des relations entre l'Afrique et la France. Et la tournée actuelle du président Macron et son discours avant sa tournée tombent bien parce que ça clarifie un peu les choses. Nos populations ont encore beaucoup l'impression que la France a beaucoup d'intérêt, ou l'État français a encore beaucoup d'intérêt en Afrique, et qu'elle tente à les défendre coûte que coûte. Il faut avouer que la situation n'est plus exactement pareille qu'il y a quelques décennies. Les choses ont beaucoup changé. Et il faut que nous ayons le temps ou l'occasion, les autorités françaises ainsi que les dirigeants africains, de l'expliquer pour tuer ces fantasmes-là qui polluent
la relation entre les deux peuples et entre au sein de l'Afrique. Et pourtant, on en voit des manifestations de cette sensibilité aujourd'hui. La scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine, et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison? Mais il a raison, le président Tshisekedi, parce que les propos de Le Drian à l'époque étaient malvenus, étaient plutôt, comment je vais dire ça, je cherche le mot pour qualifier, le juste mot. Maladroit. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamé. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à ressasser le passé. Et le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles il est sans. Il a vécu en Afrique, ça change. Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Il y a encore du paternalisme. Beaucoup de nos compatriotes, de nos Africains, perçoivent encore certains propos, certains faits, comme du paternalisme. Il faut faire l'effort de les gommer. Qui était le plus africain des présidents français? Dans quel sens? Le plus paternaliste ou le plus progressiste pour l'Afrique ou le plus... Qui comprenait le mieux l'Afrique? Dans quel sens? Alors non, là vous jouez là. Là vous faites le jésuite. Le plus près, allez. On a quelques images, évidemment, De Gaulle, Chirac, Mitterrand avec quand il allait en Afrique, et aujourd'hui le président Macron, mais aussi le président Sarkozy. Moi je dirais que la question devait être qui est le président français qui a davantage œuvré pour une coopération de développement plus active, plus visible et plus concrète. Qui alors? Mais chacun fait un peu sa part du job. Vous êtes excessivement prudent. La démographie africaine, elle est tellement forte. La démographie européenne, faible. Est-ce qu'il y a une logique historique à ce que, notamment pour payer les retraites, simplement ça, d'une génération à venir, des Africains, que cela plaise ou non, que politiquement ce soit apprécié ou non, un mouvement migratoire vers l'Europe? Il ne faut pas que les migrations ou la nécessité de combler le déficit démographique en Occident, en Europe, conditionne les politiques africaines en termes de développement, en termes de démographie. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investir dans l'infrastructure, d'éducation, de santé, la création d'emplois. Oui, vous êtes pour restreindre la démographie. Donc il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Mais Monsieur le Président, vous savez très bien, en place. De toute éternité, on a essayé, on peut très peu jouer en réalité sur la démographie. Si. Beaucoup de pays y sont parvenus. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances, et même de trouver des moyens coercitifs un peu pour que l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe ne se perdure pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal. Cependant, vous m'avez pas répondu sur la question, disons, du transfert. Quand les Allemands, des patrons allemands disent, voilà, on a pris 1 million de Syriens, et ils le disent parfois très cyniquement, parce que ce million de Syriens aideront à payer les retraites des Allemands dans 30 ans. Est-ce que ce calcul vaut pour les Africains en Europe? Nous n'allons pas développer notre politique de développement sur ce besoin de l'Occident d'avoir des immigrés pour combler le déficit de population démographique. Il faut que les dirigeants africains que nous sommes, nous œuvrons pour le bien-être de nos concitoyens aujourd'hui et demain. Et pour cela, il faut contrôler les naissances, il faut limiter le taux de progression de la démographie pour que nos moyens soient en adéquation avec la population. Et cependant, les migrations, qui arrête les migrations? On le voit dans l'histoire. C'est un phénomène humain, universel, qui, à travers le temps, n'a jamais pu être maîtrisé par la volonté des hommes, des dirigeants d'un instant. Les peuples ont toujours bougé,
L'homme a toujours séculé et l'homme sécula toujours. Pour tout ce qu'on a dit, la situation en Ukraine, le nouvel équilibre des puissances, la montée de la Chine, elle est en train, n'est-ce pas, de gagner des parts de marché en Afrique de manière tellement massive. Oui. C'est l'avenir pour vous, la Chine? Mais la Chine c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Il faut constater qu'elle est une puissance incontournable. Elle donne l'exemple de ce qu'on peut partir de rien, se développer, devenir une puissance. La Chine, moi, inspire beaucoup. Le modèle chinois, l'effort sur soi, la bonne gouvernance, sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés, que le développement est à la portée de tout le monde. Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler que c'est aussi une dictature qui viole les droits humains de manière tellement massive, c'est un système tellement dictatorial sur sa propre population. Vous dites que ça m'inspire. La liberté et la démocratie sont un bien inaliénable. Il faut que chaque individu puisse vivre librement sur Terre et s'exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté. C'est un bien inaliénable. Mais attention, il ne faut pas que la démocratie soit un leurre. Je vois où vous voulez en venir. Parce que on reproche à certains pays africains de ne pas suffisamment promouvoir la démocratie, la liberté, le droit de l'homme. On reproche à la Chine de ne pas suffisamment promouvoir le droit de l'homme, la démocratie. Moi, je dis une chose. Si il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c'est aussi grave que le défaut de démocratie. Et c'est pour ça que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs. Quand on parle de l'Occident, vous avez parfois des réserves. De la Russie, vous avez des réserves très importantes. Et je rappelle, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine. Sur la Chine, votre premier mouvement n'est que positif. Est-ce que c'est révélateur de l'avenir, c'est-à-dire l'immense puissance démographique chinoise et l'immense puissance démographique africaine sont appelées à être, d'une certaine manière, un avenir du monde? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé en Chine? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que, au plan de la liberté, de la démocratie, que rien n'a bougé en Chine depuis 30, 40, 50 ans? Ça s'améliore beaucoup, mais ça, c'est pas... On verra, on multipliera les reportages. Moi, je suis dans la charge, je peux vous dire combien, parfois, la bonne gouvernance peut heurter, en apparence, la promotion de la démocratie ou de la liberté. Parfois, c'est très difficile. Quand on a des mauvaises habitudes communautaires. Quoi qu'il en soit, ce sentiment, c'est parfois une angoisse en Occident, que l'avenir sera toujours plus africain, chinois, brésilien, indien, et de moins en moins français, allemand, danois. Est-ce que ça correspond pour vous à un sens de l'histoire qu'on s'en réjouit souvent? Oh ben, tout à fait. Vous savez, moi je n'aime pas focaliser l'événement du monde sur l'Afrique, parce que parfois c'est consolateur pour nous. Et c'est pas bien. Dire que l'avenir c'est l'Afrique. Et alors, le présent. Il faut travailler pour que le présent soit agréable, qu'il y ait un bien-être, et que chacun joue sa part dans l'évolution du monde. Et personne ne peut prédire ce que sera l'humanité dans 1000 ans. Merci Patrice Talon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.